reprendre notre séance, mes chers collègues. Donc, on fait un petit point. Il y a des pouvoirs cette fois-ci. Donc, Thierry Vernier, il est parti, non, qui donne pouvoir donc à Florence Rochebeau et Michel Viennet à Françoise Branget. Alors, nous prenons le rapport suivant, en l'occurrence la présentation du document. C'est quel le premier? Développement durable ou... Alors, le rapport sur la situation en matière de développement durable, c'est notre collègue Thierry Merdu-Poset qui va nous proposer tout cela. À toi, Thierry. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est une obligation réglementaire. Elle met au centre des débats entre élus le cheminement vers la durabilité de l'action publique de la collectivité territoriale. Il y a 5 finalités du développement durable: assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, permettre l'épanouissement de tous les êtres humains, lutter contre le changement climatique et protéger l'atmosphère, préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources, et fonder les dynamiques de développement suivant les modes de production et de consommation responsables. Donc je vais illustrer ces 5 thèmes par des exemples sur notre département. Donc la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, donc c'est renforcer, voire recréer le lien entre les individus, les sociétés et les territoires. Ça peut passer par plusieurs exemples sur l'aide alimentaire, en incitant les gens, par exemple sur le secteur de Saint-Vite, à mettre des jardins en pied d'immeuble pour qu'ils puissent travailler en jardinage avec des ateliers, des jardins de cocagne. Le respect du choix de vie des personnes en situation de handicap, c'est dans le but que les personnes en situation de handicap trouvent toujours une solution dans leur parcours. Une politique d'insertion au plus proche des territoires, avec des associations locales. Le département du Doubs s'engage dans des actions partenariales en faveur de l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, dénommée « Une nouvelle étape pour l'emploi ». Une attention particulière pour des projets développés dans les quartiers de la politique de la ville, avec 3 contrats de ville dans la CAGB, PMA et Pontarlier. C'est aussi une diversification de réponses pour le logement des personnes âgées, avec des villas génération portés par Neolia sur Audincourt ou 6 logements pour personnes âgées sur Amagné. Le patrimoine départemental doit être préservé dans un objectif d'amélioration des conditions de sécurité et de fluidité. Le département porte un effort à la maintenance routière qui a été soutenu en 2016. Le département agit en soutenant financièrement les opérations des communes et des EPCI à travers le programme des opérations partenariales de sécurité en agglomération, OPSA. Donc il y a plusieurs exemples. Il participe aussi au suivi des opérations de l'État sur le réseau national, par exemple sur l'aménagement de la RN 57 au nord de Besançon, dans la région vers Devcé. Il participe à la mutualisation de services hivernaux de certaines routes départementales avec des communes ou des EPCI dans le but d'optimiser le service. Organisant aussi des transferts de domanialité sur des voies qui n'ont pas de vocation départementale. C'est aussi un soutien aux entreprises du bâtiment et travaux publics avec une augmentation de 6% du montant des investissements routiers en 2016. C'est aussi la mobilité et la solidarité. En zone rurale, pour trouver du travail, il faut pouvoir se déplacer.
Et en exemple, le département a choisi de céder 7 véhicules réformés à une association pour que celle-ci, les garages du Haut-Doubs, puissent louer à des tarifs préférentiels des véhicules pour que les personnes puissent se déplacer. Des collèges de qualité, ce sont les nombreuses rénovations en cours. Le confort d'enseignement, quand il est associé à l'économie d'énergie, c'est bénéfice pour l'enseignement et aussi les consommations. Et des bâtiments qui sont conformes à la réglementation thermique RT 2012. C'est aussi une accessibilité des services au public plus équitable. C'est l'ambition du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, SDAASP. Donc c'est un schéma, comme ça a été expliqué ce matin, qui a vraiment pour objectif de résorber les zones présentant un déficit en termes d'offres de services et de garantir à chaque habitant, quel que soit son lieu de résidence, une offre de services de base nécessaire à ses besoins quotidiens. Il y a aussi la culture et le lien social. Le département a plusieurs patrimoines culturels dont il est propriétaire ou dont il gère au sein d'un syndicat. Plusieurs aménagements ont été mis en place. Par exemple, au musée Courbet, il y a eu des symboles d'accueil qui ont été installés à l'entrée afin d'indiquer et de signaler aux personnes handicapées mentales que le musée leur est accessible. Au musée des Maisons Comtoises, à Nancray, il y a un accès à des visites guidées en langue des signes française ou en langue parlée complétée ou en sous-titré ou audio-description. À la Saline Royale d'Arquesnan, on autorise l'entrée des chiens guides d'aveugles à l'intérieur et on propose des maquettes du monument en braille et en relief. Donc, le deuxième thème du développement durable, c'est l'épanouissement de tous les êtres humains. Donc, ça passe par le développement d'actions collectives avec les familles. Aider les enfants à bien grandir, c'est aussi accompagner leurs parents lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. C'est aussi une approche globale de l'accompagnement social. Depuis le 1er janvier 2016, le département met en œuvre le dispositif « Accompagner pour habiter », avec pour objectif de décloisonner et mieux articuler les dispositifs d'accompagnement sociaux. C'est aussi un soutien aux aidants et aux intervenants auprès des personnes âgées. C'est un accompagnement global aux demandeurs d'emploi. Depuis 2014, 1929 demandeurs d'emploi ont intégré ce dispositif d'accompagnement global porté par le département. 1025 en sont sortis, soit 44% de retour à l'emploi. Ça passe aussi par des menus équilibrés pour nos collégiens. Après vérification par la diététicienne du respect de l'équilibre des menus et des pensions, et la signature de charte par tous les chefs d'établissement en 2015 et 2016, la charte alimentation et plaisir, afin de respecter les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas. Celle-ci est affichée dans tous les sites de restauration des collèges. C'est aussi la poursuite de la mise en place des plans de maîtrise sanitaire, PMS. Il y a 43 collèges qui ont lancé cette opération et 36 ont terminé. Et des audits avec compte-rendu exhaustifs sont rédigés par le laboratoire vétérinaire départemental. C'est aussi le tourisme et le handicap. Une bonification de 10% est appliquée à chaque subvention allouée par le département en cas d'amélioration de l'accessibilité des hébergements pour les personnes à mobilité réduite. C'est le cas, par exemple, d'un gîte de groupe dans le secteur de Métabier. C'est aussi permettre un meilleur accès au sport. Par la délivrance de Doux Passeport, qui offre une aide à la licence sportive pour les collégiens de familles modestes. C'est aussi l'apprentissage
du ski nordique pour des enfants d'école primaire, soit plus de 8000 enfants sur le département. C'est aussi un soutien apporté à l'association REPOP, Réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique, et qui permet à ces jeunes, après, de pouvoir s'inscrire dans des clubs sportifs. Aussi, les contrats territoriaux jeunesse, qui ont des actions sur les secteurs ruraux et qui permettent de bénéficier d'animations de proximité sur les temps péri- et extrascolaires. Il y a le conseil départemental des jeunes, qui permet de faire connaître aux collégiens la vie de leur département et la démocratie locale. Il faut aussi des routes plus fluides et plus sûres. Cela a été réalisé par différents travaux, l'aménagement de la côte de Fuan, par exemple, la restructuration d'aménagements paysagers à Audincourt et Exincourt, la protection de captage d'eau potable au voisinage de la RD9 à Bonnevaux et différentes opérations de sécurisation. La sécurité routière demeure une action de prévention principale du département auprès des usagers de nos infrastructures et de nos transports. Ça peut se faire par la pose de radars pédagogiques temporaires sur les chantiers pour protéger nos agents qui travaillent. C'est aussi une sensibilisation des collégiens, notamment sur la sécurité dans les transports scolaires, et des formations des agents départementaux à la conduite en toute sécurité. Pour nos enfants, le port de la ceinture de sécurité et les opérations d'évacuation des cars en situation d'urgence qui s'appellent EVACAR. Et différentes actions de prévention routière au sein de nos collèges. Le département participe également, aux côtés des services de l'État, à la politique locale de sécurité routière animée par l'État, par la participation à la mise en œuvre du document général d'orientation et du plan départemental d'action de sécurité routière. Le troisième point, c'est la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère. Cela passe par une meilleure structuration de l'offre de services à domicile. C'est une convention signée et ainsi le département permet aux structures signataires de moderniser leur gestion et notamment de s'équiper d'outils de planification qui permettent d'optimiser les déplacements et de là avoir moins d'impact sur sur le carbone. Des performances énergétiques et une qualité environnementale dans les projets de bâtiments soutenus par le département. Outre l'aspect financier, le département accompagne les maîtres d'ouvrage afin que leurs projets répondent pleinement à leurs attentes, mais aussi à la réglementation concernant la maîtrise des consommations énergétiques et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Le département permet aussi à des communautés de communes d'optimiser la gestion de leur réseau de chaleur. Par exemple, sur Mout, ils ont réalisé un exercice de projection sur le devenir du réseau sur une dizaine d'années. Et cela permettra de décider d'une programmation de travaux à entreprendre durant cette période. C'est aussi un recours aux techniques alternatives pour la maintenance routière et la viabilité hivernale. L'utilisation de techniques alternatives plus économes en énergie minimise la consommation de ressources naturelles. On peut prendre pour exemple le salage à l'axe, qui consiste à saler sur une largeur réduite de la voie. Et c'est aussi le développement de modes doux, avec l'entretien des voies cyclables sur le département. Et aussi 8 vélogardes qui ont été des emplois d'avenir recrutés par Profession Sport pour renseigner et sensibiliser les usagers de la véloroute. Le quatrième point, c'est la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources.
L'eau est une préoccupation constante et la spécificité du sous-sol de notre département exige une attention plus particulière encore qu'ailleurs. Le département intervient par un soutien financier apporté au projet d'assainissement permettant de limiter l'impact des rejets sur les milieux aquatiques. Et nous avons procédé aussi à la première phase du schéma départemental d'alimentation en eau potable qui a été finalisée. Elle fait l'objet d'une présentation à chaque territoire ou bassin versant et ses enjeux propres lors des réunions de restitution locale. 9 ont eu lieu sur le département. Il faut savoir sensibiliser et sauvegarder. Nous le faisons par le biais de nos ENS et par des actions de restauration sur le réseau de sites qui ont été financés. Il y a eu des sentiers sur Uzel, Bouvran, Bremondan et aussi les 2 nouveaux ENS qui seront créés. C'est aussi une politique routière soucieuse de la biodiversité et des paysages. Cela est réalisé par des méthodes d'entretien et de maintenance respectueuses dans l'environnement, telles le fauchage différencié, tout en prenant compte d'espèces invasives telles que la renouée du Japon ou l'ambroisie. C'est aussi la restructuration d'aménagements paysagers sur des dépendances routières. Un exemple de partenariat avec la Fédération de chasse pour la mise en place de déflecteurs permettant de prévenir des risques de collision avec le gibier. C'est aussi la mise en œuvre de procédures environnementales et de mesures compensatoires dans le cadre de l'aménagement de la côte de Fuan, où il y aura reconstitution de zones boisées pour recréer de l'habitat naturel et rétablir des continuités écologiques. Et c'est toujours la prise en compte de la problématique des déchets lors de tous les chantiers. Le 5e point, c'est la dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables. Cela concerne la restauration et les circuits dits raccourcis. Alors, principalement, le département met en place l'outil AgriLocal pour mettre en relation les producteurs et nos collectivités. Cela permet aux élèves d'avoir des produits proches et de qualité, mais aussi aux producteurs d'avoir une plus-value locale. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant entre nos producteurs et nos collectivités. C'est aussi la halte au gaspillage alimentaire, puisque la première économie que l'on peut faire, c'est de ne pas gaspiller les aliments. Et je crois qu'avec des circuits courts qui peuvent peut-être paraître, ou des produits locaux un peu plus chers, si l'on gaspille moins, on aura des arguments pour faire passer le fait qu'il faut consommer local. C'est aussi l'insertion professionnelle dans les chantiers départementaux. Il y a eu des heures d'insertion réalisées sur plusieurs chantiers du département, 9 481 heures pour 83 personnes. Et c'est toujours l'intérêt de la clause sociale dans les marchés publics qui est double, à la fois pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi, dont une partie est allocataire du RSA. Dans la mesure où les chantiers, à l'échelle du département, offrent une opportunité de travail à la fois aux entreprises du bâtiment qui connaissent actuellement un contexte difficile, mais également aux demandeurs d'emploi les plus vulnérables sur le marché de l'emploi, qui ont la possibilité de travailler et d'acquérir ou de conforter une expérience professionnelle via la clause d'insertion. C'est aussi la mise en place de contrats aidés. Depuis le 1er janvier 2016, 603 contrats aidés ont été cofinancés par le département au 30 septembre 2016 jusqu'au 30 septembre 2016. Il y a eu 393 contrats à durée déterminée d'insertion dans les structures d'insertion par l'activité économique, 174 contrats d'accompagnement
dans l'emploi, CAE, 27 contrats initiatives de l'emploi, CIE, et dans le secteur marchand, et 9 emplois d'avenir à destination de jeunes en insertion. Agir au plus près, en expérimentant et en innovant. S'agissant de la maintenance des chaussées, une approche pluriannuelle a été introduite en 2016 par l'établissement de programmes triennaux pour permettre de disposer d'une vision davantage prospective et donc de mieux préparer les opérations. Alors le développement durable, ça se traduit aussi par une conduite éco-responsable dans le fonctionnement interne. En interne, notre collectivité, qui emploie 2400 agents, s'attache également à mettre en place des pratiques éco-responsables. Alors, il y a numériser pour moins consommer. Je pense que le titre suffit à lui-même pour expliquer les baisses d'édition papier, les baisses de frais d'affranchissement, au-delà d'aspects beaucoup plus techniques qui peuvent faciliter la communication. C'est aussi optimiser durablement la gestion du patrimoine départemental et de ses équipements. Par exemple, avec l'isolation de toitures à la Saline Royale d'Arquesnan, ou la création du centre routier d'exploitation au Bélieu, dont le bâtiment seront RT 2012. C'est aussi des efforts de limitation de l'empreinte carbone du bâtiment des archives départementales, le dépôt de certificats d'économie d'énergie, et pour le citer plus proche, le parc de la Gare d'Eau, avec des méthodes respectant d'ores et déjà la nouvelle réglementation zéro phytosanitaire. Mais le développement durable, c'est aussi mettre en œuvre une politique d'achat et de consommation responsable. Comme on en a parlé, on incite les collèges à recourir aux filières courtes avec des produits de proximité, voire biologiques, pour les services de restauration scolaire. Et dans le cadre de marchés publics, le département favorise également l'achat de produits verts plus respectueux de l'environnement. Et pour exemple, le magazine Vue du Doubs fera l'objet d'une parution bimestrielle, baissant le nombre de numéros à 6, et aussi la possibilité de consulter ce journal sur le site internet du Doubs ou de se le procurer auprès d'une mairie. C'est aussi se déplacer autrement. Le département renouvelle régulièrement une partie du parc de véhicules avec des véhicules qui permettent de bénéficier de modèles plus respectueux de l'environnement. C'est aussi l'acquisition de 5 véhicules électriques à disposition des services, 20 vélos à assistance électrique. Mais c'est aussi faire de la compétence humaine la première ressource du département. Il est mené en ce moment une étude sur les risques psychosociaux. Elle a été engagée en début de l'année 2016. Une attention particulière aussi est portée à la sécurité des agents intervenant sur les routes. C'est aussi des formations pour les assistants familiaux, par exemple. Et enfin, le département met en œuvre, en tant qu'employeur, différents dispositifs visant à favoriser l'intégration professionnelle des jeunes ou de publics en difficulté. Donc pour 2017, il y a des nouvelles étapes à franchir. C'est la définition et la mise en œuvre de stratégies de contrôle et de pilotage de la collectivité basées sur la poursuite ou le lancement de chantiers fondamentaux tels que la refonte des outils de suivi et de pilotage des politiques publiques départementales. C'est l'intégration dans ces stratégies des exigences en matière d'évaluation des politiques publiques dans une logique d'anticipation et de proaction. Et c'est aussi, à partir du 1er janvier 2017, la nouvelle organisation des services de la collectivité. Et donc, ce sont toutes les actions 2017 qui seront menées en parallèle, bien sûr, dans le cadre de CAP 25
établi par le département. Donc, sur les solidarités humaines, beaucoup de thèmes ont été évoqués ce matin, sur le développement humain et sur la dynamique territoriale. C'est aussi la modernisation et la performance de l'action publique. Donc elle passe par exemple par la dématérialisation des pièces des marchés publics passés par le département, la dématérialisation du cycle de vie des rapports et des délibérations, et la recherche de la systématisation du réflexe d'insertion. C'est aussi, par exemple, l'approvisionnement en papier recyclé à hauteur de 20% des commandes de papeterie. Donc, ce rapport de développement durable colle parfaitement à notre programme CAP 25, construire, aménager, préserver. La diversité de ces pistes d'action illustre la volonté du département d'actionner les leviers dont il dispose pour créer des synergies entre les politiques publiques et soutenir ainsi son territoire dans la nécessaire transition climat-énergie. Merci Thierry. En tout cas, pour ceux qui avaient lu le rapport de façon transversale, on a eu vraiment une belle explication et, je ne vais pas dire une synthèse, mais enfin, en tout cas, une approche très approfondie. Donc, je vois que Magali souhaite prendre la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Rapidement, quelques mots sur ce rapport pour vous dire que nous ne l'avons pas lu de manière transversale, mais de manière bien approfondie, et qu'il a été extrêmement intéressant de lire ce rapport. Et notamment, plusieurs points nous ont intéressés, alors sans vouloir tout refaire, mais notamment par rapport à ce qui est la politique sur l'alimentation, que ce soit à travers l'aide aux plus défavorisés, que ce soit au niveau du gaspillage alimentaire, la politique contre le gaspillage alimentaire en faveur des collégiens, les circuits courts, ou encore la lutte contre l'obésité. Donc effectivement, nous avons reconnu qu'il y avait certains points réellement intéressants et à approfondir. Je profite également de ce rapport juste pour faire une petite remarque par rapport aux OB. Je ne l'ai pas fait ce matin, mais par rapport au transfert compétences assainissement et eau potable. Là aussi, nous tenions à souligner la qualité des réunions qui se sont tenues au niveau local. Il y a vraiment eu un travail de rigueur. Il y a eu une écoute auprès notamment des maires qui étaient présents pour prendre en compte toutes les difficultés. Donc nous tenions à le signaler. Simplement, j'aimerais revenir de manière un peu plus approfondie sur la préservation de la biodiversité. J'étais présente à la conférence départementale Loups et Rivières Comtoises du 28 juin dernier et il y avait une mesure qui m'avait interpellée qui était la mesure 8, le souhait de voir limiter fortement à court terme l'utilisation des produits phytosanitaires style glyphosate. Donc c'est vrai que si on parle un petit peu de la garde d'eau, on aimerait savoir en fait s'il existe un calendrier, notamment des chiffres, des objectifs par rapport à cette diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires. En effet, dans la loi biodiversité qui est récemment parue, on voit qu'il y a eu la nécessité de l'interdiction de l'utilisation des néonicotinoïdes au 1er septembre 2018. On voit que les ministres Ségolène Royal et Marisol Touraine se sont prononcés fortement face à la nouvelle autorisation pour 18 mois de l'utilisation du glyphosate donnée par l'Union européenne. Donc, nous aurions aimé que le département du Doubs soit à la pointe de cette mobilisation par rapport à l'utilisation du glyphosate. Nous savons tous la pollution, nous connaissons la pollution des rivières, nous connaissons également l'aspect, le sol karstique et notamment toute la fragilité de nos paysages et de notre milieu. Donc nous aimerions savoir s'il existe un calendrier et des objectifs qui vont nous être transmis et si des aides en faveur des agriculteurs vont être mises en place pour diminuer cette utilisation de glyphosate, par exemple. Merci. Philippe Alpi. Tout d'abord, pour remercier Magali pour les remerciements.
Parce que tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des élus qui ont participé aux réunions de travail. C'est dans l'intérêt des territoires. Et il est vrai que c'est un travail qui a été conduit avec les services de l'État, la DDT, l'Agence de l'eau et l'ARS. Et je pense que pour l'ensemble des élus locaux, c'était vraiment une prise de conscience sur ce qui les attendait, sur transfert de la compétence eau, assainissement, eau pluviale. Et puis aussi la GEMAPI, et on a pu le voir au travers des débats, prendre en considération les diversités de territoires et la diversité d'intervention de l'Agence de l'eau en fonction des territoires. Je pense que c'est très intéressant en termes de partage et de voir comment on peut construire une politique équitable, solidaire sur l'ensemble des territoires périurbains, urbains et ruraux. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur le zéro pesticide pour les collectivités, mais au-delà du calendrier 2017 pour les collectivités, effectivement, c'est un vrai enjeu. Alors pour les syndicats mixtes avec qui nous travaillons, Lou et par exemple le syndicat mixte du Houdou, il y a un gros travail de fait et d'animation avec entre autres l'ASCOMAD, mais le PTB aussi, sur la sensibilisation et l'animation des territoires à prendre la pleine mesure du zéro phyto. Et le travail qui a été demandé à l'Agence de l'eau, mais aussi dans le cadre de l'avenue de Madame Pompili au niveau de la biodiversité, de lui dire mais vous avez dit 2019 pour l'ensemble des concitoyens sur l'usage domestique de ces produits que tu citais. Ils sont variés en termes de molécules de base, mais aussi très sophistiqués. Et il apparaît essentiel qu'on ait véritablement, et je te rejoins, sur l'idée d'avoir un plan de communication et aussi un plan d'accompagnement des territoires sur le traitement de cette problématique de l'usage des nicotinoïdes. Voilà. Sommairement répondu, certes, qui ne peut pas te donner satisfaction, mais en termes de calendrier, chaque chose en son temps. Merci Philippe. Gérard Galliot. Merci Madame la Présidente. Alors comme ma collègue, j'ai lu avec une grande attention évidemment ce rapport sur le développement durable, fort intéressant, et j'ai fait un petit focus sur la page 20 du rapport où vous parlez de la compétence humaine, la première ressource du département. Et vous dites en substance que le département peut compter sur 2400 agents investis au quotidien. Leur savoir-faire et leur qualité humaine font la force de l'institution départementale. Alors nous y croyons totalement et je crois que nous souscrivons totalement aussi à ces affirmations. Seulement, je pensais avoir une réponse à quelque chose qui m'était comme ça resté dans mon subconscient. C'est qu'il y a quelques mois, vous aviez mené une extraordinaire, après communication, extraordinaire expérience de démocratie participative en questionnant nos agents. Alors, qu'en est-il aujourd'hui sur les résultats de cette grande expérience de démocratie participative ? Je suis déjà ravie que nous partagions pour la plupart, en tout cas, des données de ce rapport, même si les réponses ne sont pas apportées comme vous le souhaitiez, avec une date de calendrier. Nous sommes prudents, mes chers collègues, comme vous l'êtes dans vos autres assemblées. On ne va pas donner une date pour que dans X mois, l'échéance, elle sera bien entendu conforme à la réglementation, et si nous pouvons prendre un temps d'avance, nous le ferons bien volontiers, sachant qu'au niveau du personnel, eux-mêmes sont en demande, si vous voulez, de bien faire par rapport à toutes ces préconisations qui sont données. Alors Gérard, pour revenir sur le démocratie participative, comme tu l'as appelé, je pense qu'il s'agit donc de mes visites auprès de tous les agents de la collectivité et aussi de la boîte à idées, enfin de tout ce qui a pu être mis en œuvre ici dans cette maison pour qu'on puisse avoir non seulement le ressenti, la position, comment les uns et les autres voyaient l'institution, parce que certes, il y a les élus que nous sommes tous les 38, et puis il y a aussi l'ensemble de nos collaborateurs qui au quotidien doivent ou peuvent ou s'adaptent aux politiques qui leur sont proposées. Donc, concernant la boîte à idées, donc, il ne vous a pas échappé que certaines propositions faites par les agents ont été retenues dans notre programme CAP 25, qui va se traduire, en tout cas le plus globalement, par la réorganisation, vous l'aurez compris,
des services. Donc c'est notre CAP Org qui va mettre en pratique, puisque pratiquement 80% des retours qui avaient été faits de par le personnel étaient des questions ou des suggestions sur la réorganisation. Donc, bien entendu, la direction générale, les directeurs, et tout redescend et tout remonte aussi pour pouvoir capter donc ces idées, ces propositions et surtout, j'ai envie de vous dire, la bonne personne au bon endroit. Voilà. Et puis, bien entendu, nous avions fait une réponse individuellement au personnel par rapport à telle ou telle question, interprétation. Puisque c'était aussi, me semble-t-il, intéressant, non seulement d'interpeller, mais en tout cas de rendre compte et de leur dire, voilà, là on peut le prendre, là on ne peut pas le prendre, là ça sera pour plus tard. Voilà. En tout cas, je crois qu'on peut se remercier donc pour ce beau rapport 2016 avec des belles perspectives. C'est vrai que quand on parle de développement durable, on n'est pas seulement dans la partie environnementale, comme ça serait beaucoup trop restrictif, mais on est bien sur l'ensemble des domaines de compétences qui sont les nôtres ici au département. Je crois que notre amie Béatrix veut nous dire un mot. Je m'excuse, mais tu n'avais pas vu tout à l'heure, enfin j'avais mal appuyé. Je voulais juste compléter la réponse à Magali, parce que Philippe Alpi est intervenu sur nos concitoyens, mais en complément, tu as demandé s'il y avait des aides directes aux agriculteurs pour limiter le glyphosate et tout ça. Simplement, il y a toute une démarche qui est entreprise, notamment qu'on a réussi à inclure dans le programme de développement rural et régional, pour la limitation des intrants, pour la mise en place de méthodes alternatives. Donc on fait un gros travail là-dessus, notamment avec les CUMA. Tous les ans, en compagnie de la Chambre d'agriculture et des CUMA, on organise des journées pour limiter les intrants. Et avec des aides, mais de l'Europe, avec une contrepartie nationale. Déjà pour ce plan-là. Et puis, on a accentué un petit peu notre démarche avec la Chambre, notamment en direction de l'agriculture biologique, parce qu'il y a énormément de demandes aujourd'hui en cette période de crise, et on aimerait que ça ne soit pas une solution de crise, mais une vraie solution. Voilà. Donc on y travaille ardument. Voilà, c'était juste un complément d'information. Donc merci à vous. Je pense que nous prenons acte donc de ce rapport et à poursuivre, bien entendu, avec là aussi les suggestions des uns et des autres par rapport à des problématiques particulières qui vous tiennent à cœur. Nous allons passer au second rapport donc spécial de cette Assemblée. Il s'agit donc de la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je vais donner la parole à Florence Rochebeau. Merci Madame la Présidente. Donc, en ce qui concerne le rapport égalité femmes-hommes, l'article 61 de la loi numéro 2014-873 du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants de présenter, préalablement au débat sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Au niveau national, malgré les avancées incontestables au cours des dernières années, de nombreuses inégalités persistent en France. Je vais simplement vous citer quelques chiffres pour illustrer ce phénomène. Sur les 100 plus grandes entreprises culturelles, 93 sont dirigées par des hommes. Aucune femme n'est PDG d'une des entreprises du CAC 40. Le taux d'emploi des 15 ans et plus s'élève à 46,9% pour les femmes, contre 55% pour les hommes. Secteur privé et secteur public confondus, à temps complet, le salaire net mensuel moyen d'une femme est inférieur de 19,2% à celui d'un homme. Et selon les calculs d'un collectif, à partir du 7 novembre à 16h34, les femmes travaillent sans être payées. Des retraites plus faibles pour les Françaises, elles sont en moyenne inférieures de 37% à celles des hommes, contre 27,9% dans l'OCDE. Les assemblées régionales, départementales et municipales se sont féminisées, mais il n'en est pas de même pour les présidences, puisque seuls 17,6% des régions, 9,9% des départements et 16% des conseils municipaux sont présidés par des femmes.
20% des femmes vivent en dessous du seuil de précarité contre 13,7% des hommes. Les femmes effectuent encore 80% des tâches ménagères. Et de nombreuses femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Seulement 14% d'entre elles portent plainte et une femme décède tous les 2,7 jours victime de son conjoint. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que les disparités sont nombreuses, quel que soit le domaine, culturel, économique, éducatif, professionnel, médias, politique, précarité, sport. Les collectivités locales, du fait du lien de proximité avec les populations dans le cadre de leur mission, sont les plus à même par leurs actions à pouvoir influer sur l'évolution des mentalités et des comportements. La loi du 4 août 2014 réaffirme le rôle des collectivités locales pour atteindre une égalité effective. Au niveau du département du Doubs, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent au même titre qu'au niveau national. 12,5% des femmes de 15 à 64 ans sont au chômage contre 11,9% des hommes. 78% des femmes de 25 à 54 ans sont en emploi contre 85,7% des hommes. Un tiers des femmes de 25 à 54 ans travaillent à temps partiel contre moins de 5% des hommes. Les femmes perçoivent un salaire en équivalent temps plein inférieur de près de 20% à celui d'un homme. Les femmes se retrouvent plus souvent à la tête de familles monoparentales. Conscient de ces inégalités, le Conseil départemental s'attache à les réduire aussi bien dans le fonctionnement interne de la collectivité qu'à travers les actions menées en direction des habitants et des territoires. Le travail d'étude sur la parité dans notre collectivité propose, sous l'angle du genre, des éléments factuels sur les diverses thématiques relatives entre autres à l'emploi, aux métiers, aux conditions de travail et au déroulement de carrière. Cet état des lieux a pour but d'apporter des repères et des références pour permettre de mieux se situer et se comparer. Ce deuxième état des lieux, établi sur la base du bilan social de l'année 2015, apporte le diagnostic suivant. Un taux de féminisation de 64,95%, soit légèrement en dessous de la moyenne des départements qui se situe à 65,1%. Ce fort taux de féminisation s'explique pour partie par le nombre important d'assistants familiaux qui sont essentiellement des femmes. On note cependant un passage de 7 à 9% d'hommes dans ce milieu sur une durée de 3 ans, donc une évolution dans le nombre d'hommes qui pratiquent aujourd'hui le métier d'assistants familiaux. Le taux de féminisation des agents titulaires est de 63,62%, alors que le taux de féminisation des agents non titulaires se monte à 75,81%. Une parité au niveau de la pyramide des âges en ce qui concerne les agents de plus de 45 ans, ce qui présage un nombre significatif de départs en retraite à moyen terme qui touchera de manière équivalente les femmes et les hommes. Un taux de féminisation par filière qui reste lié à des logiques métiers. Une surreprésentation des femmes au sein de la catégorie B, une représentation proche du taux global pour la catégorie A et une relative parité pour la catégorie C. Une parité relativement équilibrée en ce qui concerne l'encadrement, sans pour autant atteindre de façon satisfaisante le taux de féminisation global, cette parité n'étant pas homogène selon les filières. Un effort semblable dans le domaine de la formation et la préparation au concours entre les femmes et les hommes, au regard des taux proches de la réalité des effectifs. Une très forte féminisation dans le travail à temps partiel, avec un taux de plus de 95%. À juste proportion, un peu moins de promotion interne et d'avancement de grade pour les femmes. Les stagiaires titularisés et les personnes non titulaires nommées stagiaires au cours de l'année sont en majorité des femmes. Les femmes sont moins victimes d'accidents du travail et pour les rémunérations, une concentration masculine sur les 50 rémunérations les plus importantes et un déséquilibre inverse sur les rémunérations les moins élevées, avec un taux de féminisation de 82% sur les 100 rémunérations les moins élevées. Dans le cadre de l'amélioration de l'égalité femmes-hommes au niveau de l'ensemble du territoire, les actions menées au quotidien par le Conseil départemental sont nombreuses. En voici une présentation non exhaustive. Une priorisation des dossiers d'aide au retour à l'emploi pour les femmes en situation de handicap pour une orientation vers des dispositifs de formation locaux, couplée à une proposition de prise en charge des frais de garde de leurs enfants. Une action à destination des femmes aux conditions modestes visant à ne pas prendre en compte dans le calcul de l'APA les ressources du conjoint lors de son départ en maison de retraite.
Le soutien financier aux projets d'investissement relevant de la petite enfance et de l'enfance portés par le bloc communal, ce qui favorise l'emploi et facilite la reprise du travail après la naissance d'un enfant. Des dispositifs sociaux permettant d'apporter une réponse sociale aux victimes de violences intraconjugales, de la prévention en soutien psychologique ponctuel dans des situations de violence conjugale, des journées dédiées à la petite enfance permettant de promouvoir le métier et ses dispositifs, la création d'un lieu d'accueil enfants-parents avec le jardin qui roule sur le pays de Montbéliard. Dans le domaine de l'insertion, des actions d'accompagnement socio-professionnel à destination des femmes bénéficiaires du RSA ayant en charge des enfants pour leur permettre de construire un projet d'insertion professionnelle cohérent et adapté pour faciliter leur retour à l'emploi. Dans le cadre du Fonds social européen, les entreprises d'insertion doivent décrire les mesures prises pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Les dispositifs mis en œuvre en faveur du sport et de la jeunesse s'adressent à tous les habitants sans distinction du genre. Accompagnement des clubs phares et clubs amateurs de haut niveau, UNSS, Conseil départemental des jeunes, aide à la recherche de stages pour les élèves de 3e, contrats territoriaux jeunesse, contrats de ville. Les actions culture et lecture sont destinées à tous, telles que le parcours artistique et culturel du collégien et des acquisitions de collections qui répondent au principe d'égalité femmes-hommes au sein de la médiathèque. Dans le cadre des marchés publics, le département a identifié un axe de progrès possible en intégrant dans les clauses des contraintes logistiques, notamment pour des vestiaires indépendants, permettant d'assurer une meilleure insertion des femmes. Ainsi, le Conseil départemental contribue, à travers les politiques menées, à faire évoluer les comportements et les mentalités tout au long de la vie de ses habitants. Aujourd'hui, il est possible de franchir une nouvelle étape avec l'élaboration d'un plan d'action faisant de l'égalité femmes-hommes un enjeu irriguant toutes les politiques départementales. Ceci nécessitera au préalable un diagnostic plus complet que l'inventaire réalisé dans ce rapport, permettant de documenter les inégalités en interne comme sur le territoire afin d'identifier les besoins. Un diagnostic devra également porter sur l'impact des politiques actuellement mises en œuvre par le département. Et au niveau de la communication interne, une attention particulière sera portée à la sensibilisation sur les thèmes de l'égalité au travail et de la lutte contre les stéréotypes en ce qui concerne les métiers dits masculins. Je terminerai la présentation de rapport en soulignant que dans notre département, présidé par une femme, le Conseil départemental des jeunes s'est démarqué avec l'élection de sa présidente et de ses 2 vice-présidentes lors de son introduction le 31 octobre dernier, puisqu'ont été élus Alizé Gutefin du collège de Diderot en tant que présidente et Ameline Monnier du collège Fertet de Sensé et Colline Ballandret du collège Sacré-Cœur de Vercelles comme vice-présidente. Donc là, je dirais que nous avons une bonne représentation de la gente féminine. Merci. À notre Benjamin. Merci, Présidente. Madame la Présidente, vous le savez sûrement, pour cette année, en tout cas, c'est aujourd'hui que les femmes auront travaillé le même nombre de jours ouvrés qu'un homme à salaire égal. C'est environ un delta de 19%. Alors, je ne sais pas si mes collègues femmes vont quitter cette assemblée à 16h34 cet après-midi, comme l'ont appelé plusieurs associations dans les médias, mais cela nous montre le travail qu'il reste à faire sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Nous saluons sincèrement le contenu de ce rapport et en prenons acte. Un léger regret toutefois, l'usage abondant du temps futur dans la rédaction. Nous espérons que les actions qui y sont inscrites seront appliquées dans un futur très proche. Voilà. Merci de votre attention. Merci à vous. Nous ne sommes pas dans les départements les plus en retard par rapport à tout cela. Il reste encore beaucoup d'efforts à faire, c'est vrai, comme dans le monde de l'entreprise, comme dans le monde associatif, comme un peu partout. Mais je crois que nous avons tous envie, en tout cas, de donner la possibilité aux femmes qui le souhaitent de pouvoir s'épanouir dans les domaines de compétences qu'elles veulent bien s'approprier. Voilà. Pas de demande particulière, donc nous prenons acte de ce rapport. Je voudrais vraiment, sur les 2 rapports,
pointer le doigt sur la qualité et sur la justesse des propos qui sont tenus. C'est vraiment une bonne feuille de route, aussi bien pour tout ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes que sur la situation en matière de développement durable. C'est une bonne base et nous devons bien sûr poursuivre par rapport à tout cela. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ces rapports et aussi l'appui important, les éléments importants qu'ont pu apporter les élus concernant ces rapports et leur participation active, en tout cas en commission, pour l'élaboration de ces derniers. Je vous propose que nous passions cette fois-ci au rapport suivant, qui doit être le 101, avec une note au rapporteur. Oh, pardon, Virginie, oui, sur le 101. Alors, depuis 2014, le Doubs a été désigné comme collectivité qui gère le FSE Inclusion par subdélégation, et nous avons jusqu'en 2017, excusez-moi, et nous avons commencé à échanger avec l'État pour l'avenant concernant 2017. Alors, les services des États considèrent que les crédits accordés aux structures d'insertion par l'activité économique qui portent sur l'aide aux personnes auraient dû être rattachés depuis 2014 au dispositif 1, qui est intitulé « Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des publics les plus éloignés au travers de l'instauration d'un véritable parcours renforcé, individualisé et coordonné vers l'emploi », et non au dispositif 3, qui est intitulé « Soutenir les structures d'insertion et leur évolution », qui porte sur l'aide aux structures. Donc, il vous est demandé, dans ce rapport, de faire glisser 1 300 000, le montant du FSE global reste le même pour l'année 2017. En revanche, il est demandé de faire glisser 1,3 million dans le dispositif 1, qui serait pour 2017, qui arriverait au montant de 2 072 287,50 et qui proviennent du dispositif 3, qui ne serait plus que de 50 000 €. Pas de demande de parole par rapport à ce rapport? Je n'en vois pas. Je vous propose de le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport suivant. Serge? Oui. Oui, alors le rapport concerne la politique routière du département. Donc, CAP 25 entend positionner le département à travers ses divers champs de compétences comme un acteur majeur de la mobilité, enjeu de premier plan pour le territoire et pour ses habitants, aux côtés des communes, intercommunalités et de l'État. L'intervention du département dans le domaine des routes et des modes doux s'inscrit dans ce cadre. Aussi, CAP 25 prévoit-il dans l'objectif de garantir un traitement équilibré sur notre territoire et de poser les échanges avec les partenaires et les citoyens en toute transparence, qu'un document compilant notre vaste doctrine routière soit établi. Ce document, intitulé « Département du Doubs, politique routière » et figurant en annexe au présent rapport, a été élaboré à cette fin et est soumis à délibération du Conseil départemental. Il décrit nos pratiques courantes et reprend les orientations données par CAP 25 dans le domaine des routes et des modes doux. Alors, le contenu du document, il est structuré en 9 parties. La première, les objectifs généraux. Cette partie présente les objectifs qui fondent l'intervention du département. Alors, parmi ces objectifs, on en a retiré quelques-uns, marqué quelques-uns, je veux dire. Ces objectifs reprennent nos priorités permanentes de sécurité, de maintenance du patrimoine, de mobilité durable. Ils mettent également l'accent sur le partenariat renforcé avec le bloc communal, en particulier pour ce qui concerne le réseau de desserte. L'amélioration du réseau routier pour en accroître la sécurité et la fluidité figure également dans ces objectifs, avec le concours financier attendu de la région ou d'autres collectivités pour les investissements structurants. Il en est de même de notre volonté de soutenir l'innovation, d'ouvrir nos données et de développer l'écoute des usagers. Le milieu professionnel des travaux publics n'est pas oublié, bien entendu, dans les préoccupations du maître d'ouvrage. La deuxième partie, c'est l'organisation du réseau routier départemental. Cette partie présente la consistance et la hiérarchisation du réseau routier départemental.
Alors, le caractère pratiquement achevé de notre réseau routier, qui n'a plus vocation à intégrer des routes supplémentaires, par exemple en classant des voies communales. Une classification en 3 catégories de routes au lieu de 4 auparavant, avec le réseau primaire et le réseau structurant, qui constituent le réseau structurant et un unique réseau de desserte. On identifie dans ce dernier un réseau complémentaire de routes n'ayant manifestement pas de vocation départementale et sur lesquelles le niveau de service est très réduit dans l'attente de pouvoir les déclasser dans le réseau des communes. Et enfin, la volonté de mettre en œuvre les schémas routiers définis ou en cours de définition dans les agglomérations de Besançon et du pays de Montbéliard. Troisième partie, le cadre général et la planification des interventions. Cette partie présente le périmètre général de l'intervention du département ainsi que les processus pour la planifier. Alors, dans ce cadre, la définition du périmètre de notre intervention, opération à finalité routière, réalisée dans l'emprise du domaine public routier, plus les interventions dans le domaine des modes doux. Les limites de nos interventions en milieu urbain où les compétences communales s'exercent pleinement. Bien entendu, on parle également du PER, Programme des études routières, nouvelle formule, et du PIRM, Programme des investissements routiers du mandat, dont nous verrons la présentation en décembre, et également la programmation pluriannuelle des chaussées structurantes et des ouvrages d'art, qu'on a établi en programme triennaux. Quatrième partie, la politique patrimoniale. Alors, cette partie présente l'intervention du département pour ce qui concerne les différents éléments composant le patrimoine routier, les chaussées, les dépendances, les ouvrages, la signalisation, etc. Alors, pour les chaussées, la large utilisation des enduits superficiels et la limitation des revêtements à haute performance acoustique aux secteurs identifiés dans les plans de prévention du bruit. La poursuite du fauchage différencié sans couvrir l'intérieur des agglomérations. Nos interventions particulières en matière de risques naturels, possibilité d'intervenir en dehors de notre domaine pour des situations spécifiques bien définies, possibilité de fermer une route de desserte si la réparation d'un glissement de terrain est d'un coût disproportionné par rapport à l'utilité de la route. Prise en charge partagée avec les communes de l'entretien des arbres de haute tige à l'intérieur des agglomérations, en fonction de la capacité des communes à le faire par elles-mêmes. Alors, pas de poubelles mises à disposition des usagers au bord de nos routes ou sur les aires d'arrêt, possibilité de supprimer les aires de repos dont l'utilité n'est pas manifeste, pas toutes, bien entendu, certaines. Marquage à l'intérieur des agglomérations revenant à la charge des communes qui en prennent l'initiative selon les compétences respectives. Perspective de moduler les critères appliqués pour décider de la mise en place de glissières de sécurité, glissières qui seront métalliques, y compris pour remplacer les glissières bois existantes, non prise en charge de l'éclairage des routes, y compris hors agglomération, aménagement de capacité privilégiant l'optimisation des infrastructures existantes et de leur usage par rapport à la construction de nouvelles routes, avec en outre les cofinancements déjà évoqués. Cinquième partie. Dans la politique d'exploitation et de gestion, Attendez, je suis perdu. L'absence assumée de postes de commandement centralisés, le maintien du déneigement à l'intérieur des agglomérations dans la continuité du traitement des itinéraires et l'abandon des barrières de dégel. Dans la politique des modes doux, cette partie présente l'intervention du département en faveur des cyclistes et plus généralement des modes doux. La nouvelle structuration de notre intervention telle que définie dans le chapitre correspondant de CAP 25. Les politiques transversales et partenariales. Cette partie présente la façon dont l'intervention routière du département s'inscrit en agglomération, en matière de sécurité routière, de développement durable et pour ce qui concerne les autres routes nationales ou communales. Alors dans cette partie-là, le cadre et les modalités des OPSA bonifiés, nos diverses actions en faveur de la sécurité routière et notamment les audits de sécurité que l'on s'apprête à lancer sur les routes qui connaissent le plus d'accidents, la contribution au développement durable du territoire et la réaffirmation du décroisement des financements pour les investissements sur les infrastructures de l'État. Suite à ce rapport, vous trouverez des tableaux de synthèse, donc les tableaux qui récapitulent d'une part les caractéristiques et les interventions par catégorie de route, et d'autre part la répartition des charges en et hors agglomération.
Et enfin, la liste des principaux documents de référence. Cette partie mentionne les principaux documents de référence et les sites Internet en lien avec la politique routière départementale. En ce qui concerne la portée et la vie du document, une fois approuvé par l'Assemblée départementale, le contenu de ce document deviendra opposable tant envers la collectivité qu'envers les usagers de nos routes et de nos partenaires. Par la suite, le document pourra être régulièrement actualisé en fonction des nouvelles décisions qui seront prises et qui seront de nature à en faire évoluer le contenu. Afin d'être aisément accessible par tout un chacun, ce document sera mis en ligne sur le site dou.fr à la page concernant les infrastructures. Avant de conclure, je voulais quand même préciser que ce document n'a jamais existé. C'est la première fois qu'il existe dans notre département et je crois qu'il est très très rare également dans les autres départements. Je pense que là, il y a eu un travail assez fort des services, et un petit peu des élus quand même, puisqu'on a participé. Mais je pense quand même qu'il y a eu un gros travail de fait. Et je reprécise qu'il n'existait pas autrefois. Donc quand on me dit qu'il n'y a rien de fait ou qu'il n'y a pas de nouveauté, je pense quand même que la petite liste que je viens de vous donner, c'est pratiquement tout de la nouveauté, excepté quelque chose qui existait, petites choses qui pouvaient déjà exister. Je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a une avancée et que désormais on aura un document opposable. Voilà. Donc en conclusion et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant sur la page suivante. Que peut-être y a-t-il un débat qu'on passera peut-être après, Christine ? J'ai une demande de parole de Raphaël, qui fait partie de cette commission, me semble-t-il. Oui, bien sûr. À toi. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, donc on a lu avec une grande attention ce rapport. J'ai soulevé un certain nombre de questions en commission. En tout cas, c'est un document relativement complet qui, en fin de compte, est la boîte à outils de gestion quotidienne de nos routes, de nos services. Voilà. J'en profite, comme vous l'avez fait en début d'Assemblée, Madame la Présidente, pour saluer le travail des services qui produit donc un document qui, à mon sens, est d'une belle qualité. Je place un tout petit bémol, et j'ai soulevé ce sujet lors de la 5e commission sur la gestion, ou en tout cas la mise en route de la maintenance le maintien de la maintenance sur l'usure du marquage horizontal. Voilà, il me semble qu'il y a une petite contradiction dans le document sur la méthode de gestion. À part ça, c'est un document plutôt complet et je pense que nous allons voter pour ce rapport. Voilà. Merci. Merci. Notre ami Alain. Oui, merci Présidente. Moi, je ne vais pas alourdir le débat, vous savez ce que je pense sur les routes. En fait, ce document, il est frappé de l'estampille CAP 25. Très honnêtement, je pense qu'il y a erreur sur la marchandise, car c'est tout à fait du d'août 2017. C'est pour ça que mon cher collègue s'y retrouve bien. Alors j'imagine qu'en fait, il a eu des consignes qui lui ont été données par son prédécesseur, qui ne s'est pas occupé particulièrement des routes. Ceci étant dit, permettez-moi, pour l'avoir pratiqué, c'est vrai que le document est relativement bien écrit, c'est de la belle prose, effectivement. Je me permettrai de faire quelques remarques. Alors, concernant la viabilité hivernale, l'action du gestionnaire routier intervient de façon complémentaire avec les mesures qui relèvent des usagers pour équiper leurs véhicules et pour organiser leur déplacement en cas de situation dégradée. Alors ça veut dire concrètement qu'on met les pneus neige avant de passer le chasse-neige. Les niveaux de service sont fixés pour chaque route dans le dossier d'organisation de la viabilité hivernale, DOVH. Alors vous savez que je le réclame depuis avant 2002, là on était en 1998, donc ça fait déjà un certain temps. Et puis effectivement, à mon avis, voilà véritablement en période hivernale le document qui est opposable au tiers. Alors je poursuis sur le développement durable. La volonté du département de s'inscrire dans la dynamique du développement durable, alors ça c'est une phrase qui ne me plaît pas du tout, va au-delà du seul respect des obligations légales et des règles de l'art applicables à l'aménagement de la gestion des routes.
Mais c'est quand même grave quand on dit ça, parce qu'en fait, ça veut dire que les services, le département, se permet de bloquer un projet, même s'il est, disons, conforme à la législation. En quelque sorte, on cadenasse, on verrouille le projet. Alors ça m'a fait penser, excusez-moi d'être ancien de la maison, l'exemple c'était le Pré-Poncet. On avait dû déplacer un parking pour sauver quelques papillons. Alors donc là, franchement, c'est à mon avis très excessif. Et puis enfin, dans le choix des opérations, limiter la construction de nouvelles infrastructures. J'entendais tout à l'heure mon cher collègue Serge qui, avec brio, disait « Enfin, la liaison Besançon-Neuchâtel sera terminée quand on arrivera à la Roche-du-Prêtre. » Je lui propose de faire la fin du circuit. Et puis, encore une remarque, si vous le permettez. Alors ça, celle-là aussi, elle est un peu grosse. Si la réparation d'une route suite à un mouvement de terrain représente un coût disproportionné par rapport à l'usage local, on peut fermer définitivement cette voie de circulation. Alors ça veut dire qu'on ferme la route. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas, parce qu'on a entendu sur son secteur, l'ex-canton de Saint-Hippolyte, des élus manifester leur mécontentement. Alors j'imagine que ce sera fait en concertation avec les maires, mais quand même, c'est extrême. Alors c'est ça qui différencie en fait de la politique qui était pratiquée ces 15 dernières années. Et puis, je ne vous cache pas que je ne voterai pas ce rapport. Merci. Donc, moyennant ces remarques et observations, je vous propose de mettre le rapport aux voix. Donc, y a-t-il des oppositions? Il y en a une. Des abstentions? Je n'en vois pas. Adopté à la majorité. Je vous remercie, mes chers collègues. Le rapport suivant, rapport 601. Merci Madame la Présidente. Compte rendu de l'exercice des délégations consenties à la Présidente du Conseil, il est demandé à l'Assemblée de prendre acte des informations relatives à l'ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée depuis la séance du Conseil du 17 octobre 2016, aux marchés et avenants réalisés depuis la séance du Conseil du 17 octobre 2016 et aux opérations financières relatives aux emprunts à la ligne de trésorerie réalisés depuis la séance du Conseil du 17 octobre. M'excusez. C'était très rapide, c'était parfait. Parfait, très bien, chers collègues. Parfait, parfait. J'étais dans ma réflexion, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Donc, pas de demande de parole. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. À l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport suivant. Florence. Le rapport 602 concerne le plan pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Donc, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit un allongement pour une durée supplémentaire de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au 12 mars 2018, du dispositif mis en place par la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Il est proposé, dans un objectif d'amélioration de la situation des agents contractuels recrutés par le département et ayant acquis l'ancienneté requise, de mettre en place un nouveau plan de déprécarisation à partir des éléments fixés par le décret du 11 août 2016. Le bilan du dispositif adopté en 2013 précise que 19 agents du département ont eu la possibilité de bénéficier de ce dispositif. 14 personnes ont finalement pris part aux épreuves de sélection professionnelle et à l'issue de ces 2 sessions, 13 personnes ont été déclarées aptes à être titularisées. En ce qui concerne le nouveau plan pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, donc les agents concernés doivent remplir des conditions qui sont bien précises et que vous retrouvez énumérées à la page 602 du rapport, avec des modalités d'accès qui sont au nombre de 3 prévues par la réglementation, qui sont les concours réservés, les sélections professionnelles et les recrutements réservés sans concours. En ce qui concerne la situation des agents nommés,
Les agents donc, qui sont retenus suite à une sélection professionnelle ou à un recrutement réservé sans concours sont nommés fonctionnaires stagiaires au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. En ce qui concerne le dispositif proposé au niveau du département, donc 28 agents sont d'ores et déjà éligibles et un agent sous réserve d'avoir acquis l'ancienneté requise à la date de la sélection professionnelle. Il s'agit de 23 nouvelles personnes qui sont éligibles au dispositif et de 5 agents qui sont en CDI. En ce qui concerne le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire qui vous est proposé, il s'appuie sur les principes suivants: le respect de l'esprit du texte, soit la déprécarisation d'un maximum de situations d'agents non titulaires, l'absence de création de postes et donc la neutralité budgétaire pour la collectivité. Les agents visés, la prise en compte des seuls agents en fonction au département au moment de l'élaboration du rapport et remplissant d'ores et déjà les conditions. La recherche d'un équilibre entre les nominations sur poste dans le cadre de ce dispositif et les recrutements classiques. La définition d'un programme réaliste et assuré. Les principaux enjeux sont les enjeux de gestion prévisionnelle des départs, avec la nécessité de disposer d'une projection assez précise des départs envisageables sur chaque fonction dans les 2 années à venir. La déprécarisation par rapport au recrutement et à la mobilité interne, donc la réussite du dispositif nécessitera donc de préempter certains postes qui seront par conséquent soustraits au recrutement et à la mobilité. Et il convient donc d'étaler le programme sur 2 ans pour équilibrer autant que possible l'objectif de déprécarisation avec les procédures de recrutement classiques. Le rôle clé des commissions de sélection. Et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé donc de retenir les modalités suivantes: d'ouvrir le nombre d'emplois qui correspond aux agents d'ores et déjà éligibles au dispositif, mais sans compter les 3 agents qui ont quitté la collectivité, d'ouvrir l'accès à des grades accessibles par voie de concours en passant par la sélection professionnelle et de mettre en place 2 sessions de sélection professionnelle en 2017 et 2018. Et vous retrouvez donc le plan pluriannuel dans le tableau de la page 7. Le département organisera lui-même les sélections professionnelles en sachant que le déroulement est précisé très clairement dans le décret. Et pendant l'entretien seront abordés le parcours professionnel et l'expérience professionnelle de l'agent, les compétences acquises en termes de savoir-faire et de savoir-être et les capacités d'adaptation sur différents postes. Les possibilités de mobilité de l'agent sur le territoire seront abordées à titre d'information pour anticiper les possibilités d'affectation sur les postes vacants. Donc, en ce qui concerne ce dispositif de déprécarisation, il est proposé de prendre acte du rapport sur la situation des agents remplissant les conditions pour accéder au dispositif et d'adopter le nouveau plan pluriannuel d'accès à l'emploi précaire présenté ci-dessous, donc avec 17 emplois ouverts en 2017 et 8 en 2018. Voilà, merci. Notre collègue Corinne Gasperoni. Contre la précarisation du personnel. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 5 agents en CDI qui sont concernés dans le dispositif proposé au département? 23 nouvelles personnes qui sont éligibles au dispositif, 5 agents en CDI. S'ils sont en CDI, je ne vois pas la précarité. Mais c'est moi qui ne dois pas comprendre quelque part. Flo, tu veux apporter un complément d'information à notre collègue, s'il te plaît? Pour peu que tu comprennes la question. Je suis Alexis. Ah, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. La 602, c'est le rapport. Ce qu'on voulait dire par là, c'est grâce à ce qu'on va mettre en place, ils peuvent être fonctionnaires et non plus contractuels. Donc c'est vraiment une avancée. Donc on parle de 5 agents qui sont en CDI et qui sont contractuels? Non, c'est la possibilité à un contractuel
de devenir fonctionnaire. Un CDI n'est pas un contrat CDI, c'est un contrat, c'est pas un fonctionnaire. Donc on donne la possibilité c'est vraiment une avancée. On ne reste pas sur un CDI, mais il y a la possibilité avec ce process de pouvoir être titularisé en tant que fonctionnaire. Titulaire de la fonction publique. Voilà. Enfin, dans la fonction territoriale. S'il le souhaite. Oui. Non, mais je voudrais que vous rendiez compte quand même du changement de statut quand même. Hein. Oui, non, mais voilà. Donc, hein, c'est plutôt un plus qu'un moins. Hein, et c'est le process qui nous permet quoi. Non, mais je vous dis, voilà, les explications éclairent la vision. Oui, c'est bon. C'est ce qui permet de sécuriser en fait le statut des agents. Bon, moyennant cette demande de complément d'information, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, donc à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport 603 concernant donc ressources humaines pour le développement du numérique éducatif. Florence. Donc, le rapport 603, donc dans le cadre du projet départemental CAP 25, le département entend renforcer la stratégie en faveur du développement des usages du numérique qui est l'un des enjeux majeurs des années à venir. L'objectif est de contribuer à la réussite éducative par le développement du numérique dans les collèges. La loi Peillon a confié au département de nouvelles compétences en matière de numérique éducatif et l'Assemblée départementale du 17 octobre a approuvé un plan d'action pluriannuel destiné à l'application de la loi Peillon et la poursuite de l'accompagnement du plan numérique pour l'éducation. Le présent rapport précise les ressources humaines nécessaires à la réussite des actions décidées et propose la création des postes supplémentaires. Donc, d'un point de vue pratique, il est prévu de s'appuyer sur l'organisation et les méthodes existantes au sein des équipes informatiques internes de la collectivité, en les dotant de moyens humains supplémentaires au sein de la future direction des usages du numérique. La mutualisation des savoir-faire, des outils et de pratiques éprouvées qui ont démontré leur pertinence est un des facteurs de réussite de la prise en compte et de la bonne conduite des projets en matière du numérique éducatif. Au niveau des besoins en ressources humaines, donc, vous retrouvez en page 7 l'évaluation des ressources humaines nécessaires qui ressort donc suite à l'étude qui a été réalisée début 2016 avec l'aide de la société GFI. Et nous proposons donc au sein de ce rapport la création de 3 postes qui concernent les moyens supplémentaires qui sont nécessaires pour la priorité 1, avec un poste de technicien de centre d'assistance, un poste d'administration système et réseau et un poste d'intégration des postes de travail. En raison des délais et difficultés de recrutement qui nécessitent au moins 4 à 6 mois dans ce domaine, il est proposé de procéder dès maintenant à la création des postes nécessaires à la gestion de l'infrastructure centrale, soit ceux identifiés dans la priorité que je viens de définir, afin de pouvoir lancer les procédures de recrutement nécessaires. Donc voilà, ce rapport est soumis à votre avis. Je n'ai pas de demande de parole. Ah, pardon. Alain Marguet. Non, mais juste une question, là, vous parlez d'embauche, mais on ne peut pas faire un transfert entre les contractuels ou, je ne sais pas, moi, je ne sais pas s'il y a la compétence derrière, mais quand même, il faut... Je sais qu'on doit lancer un appel d'offres, etc. Pas un appel d'offres, une proposition, mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas embaucher des gens de la maison, en quelque sorte? Alors, je tiens à signaler quand même que dans ce domaine-là, ce sont des postes
très techniques qui nécessitent des compétences particulières. Donc, au niveau de la publication des postes, si des agents en interne dans la collectivité peuvent répondre aux conditions de ces emplois, ils peuvent postuler. Et dans le cas où nous n'avons pas de candidature en interne, les candidatures peuvent être externes. Il ne vous a pas échappé, mon cher collègue, que ce sont des missions nouvelles que nous évoquons ici et les compétences, elles ne sont pas forcément innées dans la maison. Bien entendu, s'il y a dans la maison quelqu'un qui répond au profil du poste, la candidature sera examinée tout comme les autres candidatures, comme nous le faisons chaque fois. C'est vraiment la logique de redéploiement qu'on utilise et sur laquelle on s'appuie, mais quand la compétence n'est pas là, si elle n'est vraiment pas là, il faudra bien faire appel à un recours extérieur. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on imagine que de gérer les transferts de postes, les nouveaux recrutements et surtout la stabilité dans cette maison. Pierre. Non? Bon. Moyennant cette remarque, il n'y a pas d'autre intervention, donc je vous propose de mettre le rapport aux voix. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Si je n'ai rien oublié, nous devons être au bout de notre séance. Il me reste à vous remercier pour votre participation active à la validation de nombreux dossiers qui augure une belle séance, me semble-t-il, le 19, 20 et 21 décembre par rapport à l'application budgétaire. Nous avons encore quelques semaines devant nous, donc ne nous interdisons rien par rapport à ce que nous avons évoqué aujourd'hui, par rapport à ces orientations budgétaires qui sont, je vous l'ai dit, réalistes et qui gardent et qui font du département une collectivité de proximité très attendue sur le territoire par rapport au bloc communal. On a un vrai défi, un vrai challenge. Il faut qu'on se remette en question les uns et les autres, services, élus, façon de faire les choses, mode d'intervention. Mais je crois que nous sommes prêts. Alors je vous dis très simplement, à l'année 2017, pour être vraiment sur notre cap 25. Je vous remercie de votre participation. Merci à vous, madame, qui avez retranscrit nos débats. Ce n'est pas toujours facile. Merci à l'ensemble des services, aux collaborateurs du cabinet, bien sûr, et des groupes. Et vous savez qu'on a encore une petite séance derrière. Donc, on clôt cette séance plénière pour ouvrir la commission permanente. Je vous remercie.